Quand j'étais enfant, je pensais que mon père était algérien, car il était né de l'autre côté de la Méditerranée. Puis, j'ai entendu pied noir, un terme tellement imagé que j'avais envie de regarder comment c'était sous ses pieds. Après, je me suis crue espagnole. D'ailleurs, je le suis un peu. À la fin du 19e siècle, les aïeux de mes grands-parents ont émigré d'Espagne vers l'Algérie en quête d'une vie meilleure. Un décret les a rendus français. Mon père, son grand-père, son arrière-grand-père, tous sont nés en Algérie. En cours d'histoire, au détour de celle de la France, on m'a enseigné ce qu'on appelait pudiquement les événements d'Algérie. En fait, ces événements, c'était une guerre. Celle que le pays a livrée pour obtenir son indépendance le 5 juillet 1962. René, mon père, est né en 1952, le 1er du mois d'avril. Il est arrivé en France à 10 ans, mais l'Algérie constitue toute son enfance. Mon père a aujourd'hui 67 ans et je lui ai demandé de me raconter ces années 52-62, ces années algériennes. En 5 épisodes, nous évoquons ensemble ce que ses yeux d'enfant ont vu de l'Algérie et de la guerre, ce que son nez sentait, ce qu'il mangeait et ne mange plus, ce que ses mains saisissaient pour jouer, ce que son corps ressentait sous le soleil oranais, les langues mêlées qu'il entendait au marché, les bruits sourds des armes et parfois des larmes. Mon père fait appel à ses sens pour replonger dans son histoire, celle d'un enfant qu'on appellera pied noir quand il aura quitté la terre où il a grandi, un jour de juillet. « 52-62, mon enfance en Algérie, épisode 1, les sons de l'Algérie, ceux des gens, de la vie, de la rue. » Oh, la rue, elle est chamarrée, pour le moins. Elle est multiple, elle parle le français, l'arabe, l'espagnol, l'italien, elle est belle, elle est riante, je parle pas de la guerre, là, je parle soit d'avant, soit des moments de répit. Je pense à la ville d'Oran, par exemple, ces gens qui, dans la rue, criaient « Caracoles, blanco negro, madama ». C'était les vendeurs d'escargots. Et caracoles, c'est escargot, blanco negro, c'est les blancs et les noirs, madama, c'est pour les dames. Bien entendu, tout ça est de l'espagnol, revisité à la sauce, je sais pas quoi. Clofa, Lali, Vivos, etc. Bon, Rufino, voilà, Pitti, voilà les noms qui ressortent de mon enfance première. Quand je demande à mes potes s'ils avaient beaucoup de copains qui s'appelaient Pitti, Rufino, voilà, non, ils en ont pas, non, c'est pas le cas, quoi. Quand je vais en Tunisie, faut pas trop qu'on m'insulte en arabe, je comprends tout. Pour autant, est-ce que j'arrive à le reproduire ? Non, mais je comprends. Il y a même des fois, tu comprends les choses par la tonalité. Tu sens si la personne est bienveillante ou malveillante, simplement dans sa façon de parler, quoi. Plus on s'éloignait des villes, et plus on parlait quand même l'arabe, oui. Les ouvriers arabes parlaient l'arabe, et le français un petit peu. Donc on a inventé une langue intermédiaire entre le français, l'arabe, l'espagnol, enfin on se débrouillait, le berbère. Voilà, et mon frère a appris à compter, à chanter. Mais moi aussi je me souviens de, tiens, Noël J, Louis Salouel, et le Poupia. Voilà, on chantait des chansons. Mais c'est après qu'on comprenait que c'était de l'arabe, de Papa Noël, donne-moi un pantalon et une poupée avec. Voilà, je savais pas moi que je chantais des chansons arabes. Hein. Parce que surtout que c'était le Papa Noël en plus, donc t'imagines... Il y a un truc qui va pas bien. Donc c'est mes copains d'origine arabe qui m'apprenaient une chanson qui n'avait rien à voir avec leur religion en arabe. Soit ils se foutaient de ma gueule en me faisant chanter n'importe quoi. Mais moi j'aimais bien. J'ai toujours entendu mes parents se parler en français. Mon père avait perdu beaucoup de l'espagnol, même s'il avait rencontré un espagnol. On était la 5e génération, donc petit à petit quand même... Cela se perd, tandis que ma mère, ses parents étaient espagnols. Ma mère est catalane et mon père est castillan. Donc déjà, il y a des vraies petites différences. La langue qui leur était la plus simple, c'était bien le français. Par contre, les chansons qu'on nous chantait quand on était petit étaient des chansons en espagnol. On nous chantait... Ce qui est drôle, c'est que c'est quasiment, Frère Jacques, tout ça, c'est les mêmes musiques, mais en espagnol. Ma mère le faisait en espagnol. Et moi-même, je cherche... dans ma mémoire, tout le temps, ça. Je cherche, mais comment elle me le disait ? À ce moment-là, je propose à mon père de fermer les yeux, de penser au bruit qui rythmait son enfance, la voix de sa mère, celle de ses voisins,
les jappements de son chien, Pipo. Je l'entends, je le sens, je chahute avec lui, il monte sur moi, ça j'entends mes copains qui passent dehors, tout ça. Il y a le bruit du bistrot de mon père, et quand Lali arrivait et disait à ma mère, Lali est un petit peu, quelqu'un qui aimait bien la divine bouteille, quoi, mais vraiment beaucoup. Lali, il était poissonnier, il y avait toujours du poisson pour moi. Il arrivait, il disait, ça c'est pour les petits René, donc c'est moi, hein. Et puis il disait toujours à ma mère, c'est mon fils, il a les mêmes yeux que moi. Ma mère hurlait, c'était un jeu, hein, j'imagine, hein, en l'envoyant se promener, etc. Mais il était mon parrain arabe. Au cours de son pèlerinage à la Mecque, il m'a ramené une petite main de Fatma. Donc le petit blanc catholique, quand Alali partait à la Mecque en pèlerinage, Alali pensait à lui ramener un petit cadeau. Je sais que quand je dis ça, ça paraît extraordinaire. Mais pour moi, c'était mon ordinaire. Puis arrive un jour où, à la douce musique de la vie d'enfant, se substituent d'autres sons. Ceux des combats, de la peur, de la guerre. On n'est pas dans une guerre telle que on peut se l'imaginer. Je sais qu'il y a des gens qui, malheureusement, ceux qui ont été déportés, c'est tous les jours que ça se répète. Nous, c'était par instant, qui pouvait durer, hein. Tout d'un coup, t'apprenais que ton cousin était mort, ou t'apprenais qu'un tel était décédé dans un attentat, Et puis tout d'un coup, il y avait, par exemple, j'étais petit. Un jour, je vais avec mon pote, là, on allait à l'école à pied, même quand ça merdait. Sur le bord de la route, tu sais, il y avait des pains de glace qu'on livrait. Les gens avaient des glacières. On shoot dans le pain de glace, heureux. On a quoi ? 8 ans. Quand tout d'un coup, une traction qui est derrière démarre. C'est là qu'on sait qu'on est en guerre. Et immédiatement, on se met à courir. Immédiatement, on prend les sens interdits, les petites ruelles, les machins, et la voiture nous suit. Alors là, c'est la panique. Je n'arriverai jamais, parce que je pense qu'ils auraient pu nous rattraper quand même maintenant. On leur a échappé, on est rentré dans l'école, etc. Soit ils se sont amusés avec nos nerfs, mais nous, waouh! Parce qu'on s'est dit, c'est qui? On s'est pas dit, c'est le propriétaire du pain de glace. Dans notre tête, c'est waouh! C'est des gens qui vont nous flinguer. Alors ça pouvait être des gens de l'Ouest qui s'amusaient avec nos nerfs à nous faire peur pour que nos parents, qu'on dise on a trop peur. J'en sais rien. En tous les cas, on avait appris à fuir. Et ça, c'est quelque chose de très marquant et qui est très difficilement transmissible. C'était ça la guerre. Les pertes de l'armée française sont estimées par les historiens à 25 000 hommes, tués au combat, dans des attentats, morts de maladie ou accidentellement. Ils étaient 1 300 000 envoyés par la France. Les civils français, dits européens, ou pieds noirs après la guerre, étaient environ 1 million. Entre 4 000 et 4 500 d'entre eux sont morts pendant le conflit. Du côté algérien, 153 000 moudjahidines, combattants militaires ou civils volontaires, soit près d'1 sur 2, ont été tués. Entre 50 000 et 100 000 civils algériens, alors appelés musulmans, sont morts pendant des attentats, des bombardements ou ont été assassinés. Plus de 10 000 harkis, ces Algériens qui ont combattu avec les Français, furent exécutés à la fin de la guerre. La guerre, c'était, pour moi, hein, c'était tout d'un coup Augustin qui vient nous voir, un oncle, et puis pas un mot. Un silence. Impossible à raconter l'épaisseur d'un tel silence. Voilà, sa nièce avait été prise avec son mari et son bébé sur la route, et vous avez été liquidés, quoi. Tu sais pas quand la balle... De toute façon, tu l'entends pas la balle qui part. Il était en train de garder les 2 jumelles aînées qui avaient 13 ans, quand leur mère et leur père et leur petit frère de 18 mois est mort. Alors on peut tout imaginer de la façon dont une femme peut mourir, etc., quand elle est prise dans ce genre de guerre. D'un côté comme de l'autre, ils n'ont jamais été très élégants, les soldats. Hein, je veux dire, le viol, ça fait partie de la guerre. Il semblerait qu'ils soient morts proprement.
Mais il n'en pouvait plus, il pleurait, parce qu'il se retrouvait avec deux filles, à qui il devait dire que ses parents étaient morts, mais il était incapable de leur dire. Et en fait, il leur a dit, parce qu'il a pris l'avion, parce qu'ils étaient en vacances chez lui, et il leur a dit qu'il arrivait en France, qu'ils ne reverraient jamais leurs parents. Si, voilà, on a toujours envie d'enterrer nos morts, quoi, mais là, tu peux pas. Si tu veux survivre, tu mets une vitre de 40 cm d'épaisseur entre toi et les sons, entre toi et la vision. À la vérité, je n'entends pas. J'ai assisté à des scènes bizarres. J'arrive pas à bien mettre les mots, tu vois bien. Hein. Dans la rue, de ma fenêtre, tout au bout de la rue, il y avait la caisse d'allocation familiale, donc il y avait quelques femmes habillées en traditionnel algérien. Elles allaient chercher le peu d'argent qu'elles pouvaient trouver parce que tout le monde crevait de faim. Hein. Et là, il y avait toujours des mecs de 20 ans, 25 ans qui prenaient un plaisir d'essayer leur mitraillette sur elles. Donc tu es là à ta fenêtre, t'as 8 ans et t'assistes à une scène d'assassinat en quelque sorte. Il n'y a pas d'autre mot que de parler d'assassinat. Tu vas pas me dire que c'est de la guerre, ça. Eh bien, je n'entends pas les bruits. J'assiste à cette scène. Je t'en parle d'autant aujourd'hui que pour moi, c'est parce que tu me questionnes que je le fais et que comme je sais que c'est pour témoigner, je le fais. Sinon, j'ai réussi à ce que ce soit plus une scène traumatique. Il a fallu que je me soigne. Et heureusement. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je te raconte l'histoire de quelqu'un d'autre, presque. C'est-à-dire que ça ne me touche plus autant que ça a pu me poursuivre très longtemps. Il y a arrêt sur l'image, il y a pam, ça s'arrête. Pam, il y a plus de son. Clac, c'est bloqué. Et je sais que la fenêtre est ouverte. C'est impensable, c'est impensé, c'est indicible comme ce mot à la con qu'on raconte souvent. Mais qu'est-ce que tu veux dire ? C'est obscène. Je trouve pas d'autres mots, c'est de l'obscénité à l'état pur. Quand les soldats français rentraient chez nous, braquaient mon père avec leurs mitraillettes, lesquelles mitraillettes, faut que tu saches, il y a pas d'arrêt hein, sur une arme de guerre. Une arme de guerre, tu t'as pas un espèce de truc comme on voit où clac, marche, arrêt. Non, hein, tu t'appuies, ça part. Antenne braquait mon père parce qu'il, voilà, c'est ce qu'on appelait des perquisitions. Alors pourquoi l'armée française venait nous perquisitionner toutes les semaines, je ne sais pas pourquoi, soi-disant qu'ils cherchaient des armes, que l'OAS, enfin on les persécutait, donc ils venaient avec les chars, tout ça. Mais l'obscénité, c'est quoi ? C'est de voir ton père contre un mur avec un mec avec une mitraillette, qui est au bide. Bon, là j'entends. C'est très étrange, là j'entends. J'entends surtout parce que c'est mes parents. Il est 2-3 heures du matin, mon père a... De toute façon, hein, ça faisait des heures qu'ils étaient en bas de notre immeuble, hein, avec leurs chars et tout ça, à venir nous perquisitionner. Parce que bon, ils mettaient toujours beaucoup de temps, voilà. Ils aimaient ça, puis bon, la folie des hommes était telle qu'on leur jetait tout ce qu'on avait par la fenêtre qui leur tombait sur la gueule. Donc ils étaient, voilà, on les énervait plus que plus, quoi. On leur lançait des insultes, les femmes vidaient toutes leurs bouteilles d'huile dans les escaliers, on bloquait les ascenseurs, ils se cassaient la gueule, enfin bon. Mais ça, c'est le folklore. Donc on était relativement réveillés, et puis de toute façon, ils n'ont pas tiré. Peut-être que s'ils avaient tiré, moi aussi, j'aurais tiré le rideau, quoi, je n'entendrais plus rien. Mais j'entends mon père dire, mais je suis un ancien combattant, il me dit, on a à foutre. Ils en avaient rien à foutre. Et mon père, il voyait l'uniforme qu'il avait défendu, le foot contre mur, c'est un peu un paradoxe, tu comprends ? Et donc, voilà, il y a des scènes comme ça. Là, j'entends. De même que j'entends quand on tapait sur les casseroles jusqu'à des 11 heures. Mais nous, les gamins, nous avions le droit de faire du bruit la nuit. Tu penses bien que c'était la fête. Mais c'est une fête. Mais au fond de nous, il y a quelque chose qui est de travers. C'est peut-être ça, l'hystérie. Tu rigoles, mais en fait, tu rigoles pas. Tu ris jaune. Alors bon, effectivement, on en a bousillé des gamelles en fer blanc de nos parents avec nos cuillères en bois,
puis c'était qui faisait le plus de bruit. Donc c'était les fameuses nuits où on tapait sur nos gamelles. Et après ça, il y avait les nuits bleues, blanc et rouge, ça c'est le fameux OS. Donc au début tu comptes, hein, poum, piou. Ah, on dit ça, c'est dans tel quartier. Poum, ah ça c'est plus près, poum. Et puis après on compte plus quand on arrive à 60, 70. L'OS avait sorti un slogan, la valise ou le cercueil. Donc, il fallait terroriser la population. Ils voulaient, puisqu'on avait perdu la guerre d'Algérie, alors autant ne rien laisser sur place. Donc, et puis, il y avait toujours des commerçants qui disaient « Mais moi, je me sens bien là ». Et s'ils avaient eu le malheur de le dire devant quelqu'un de l'OS, dans la semaine, leur boutique allait exploser. De tous côtés, on n'entend plus que ça. Des coups de canon et des coups de bazooka. Twist and twist. Twist and twist. En fait, dans les années algériennes, c'est le début du rock'n'roll. Et donc, nous, on chantait. De tous côtés, on n'entend plus que ça. Des coups de canon et des coups de bazooka. C'est-à-dire qu'on récupérait une chanson, un tube, un must. Et voilà. Comme quoi, on est tarés, quoi. Nous, les gamins. Je me souviens, c'est nous les Africains, des choses comme ça, oui. Oui, on avait appris, étant petit, quand t'as appris cette chanson, mais de tout petit, c'est nous les Africains qui revenons de loin, nous revenons du Sinaï pour défendre le pays, et nous avons au cœur de défendre et fier le gros drapeau de notre France entière. Enfin, mais on chantait ça, on avait 3 ans. Mon père était heureux qu'on chante ça. T'as presque un accent qui te revient quand tu chantes ça. Oui, bien sûr que j'ai l'accent qui revient. Mais ça veut dire que, par exemple, si je peux encore aujourd'hui chanter « C'est nous les Africains », ça veut dire que j'ai gravé dans mon logiciel que j'étais africain. Et je n'ai pas de chanson, si Douce France peut-être, mais plutôt l'autre là, celle du mec de Lyon, là. Douce France, cher pays de mon enfance. Celle-là, je peux la chanter. Voilà. On va peut-être écouter Lili Bonich, tiens. Tu vas le reconnaître tout de suite. Chanteur algérien, algérois. Oula. وتظهر حزين مشغول البال جافك النوم ذات حياتك والأمال وحدك ما حطار تمشي في الشارع والجوال وكل نهار تنظر الشباك. Je vais te faire écouter Alger. Bah tu sais plus si les violons russes, tout ça slave, tout se mélange tout d'un coup. L'accordéon, c'est tellement frangaouitre, tellement franco-français, la musette, quoi. Et tout d'un coup, il y a ça qui arrive. Et là, en fait, il chante Alger. La blanche. Plein de tristesse, mais il sèche en revanche. En revanche. Tristesse. Oui, tu places du gouvernement. Place du gouvernement. Voilà ce qu'on entendait dans la rue, c'est ce mélange de langues. J'aime toutes les villes un peu plus qu'une machine comme l'Algérie. Dans ma famille, on a arrêté de chanter.
J'ai toujours entendu mon père chanter le matin je cherche après Titine, Titine, oh ma Titine, enfin, ma tonquino, ma tonquine, ma tonquinoise. Il se rasait en chantant, mon père. C'est bien plus tard, quand il est arrivé à la retraite, que je l'ai réentendu le matin quand j'allais chez lui, se raser et chanter. Parce que quand il est arrivé en France, je crois que ça l'a rendu mutique. Et il faut imaginer un homme de 45 ans qui était bourrelier, qui avait tenu un bistrot, et puis qu'ensuite avait appris tout seul la comptabilité, qui a terminé responsable financier d'une boîte où il y avait 400-500 personnes, puis ensuite travaillant dans les tribunaux comme syndic de biens, et puis voilà, et se retrouver tout d'un coup sans rien du tout. Puis c'est quand même un arrachement, je crois qu'on imagine mal l'arrachement à une terre, l'arrachement... Mais le souvenir que j'ai de ces moments-là, pour le peuple pied noir qui est très bruyant, c'était l'aphasie, quoi. Les gens étaient d'un grand mutisme. Comme on voit dans les films, tu sais, les gens sur leur baluchon, là, qui regardent on sait pas quoi... Ils pleurent pas, ils rient pas. C'est-à-dire, tout d'un coup, c'était plus les mêmes, quoi. Mais on n'y peut rien. On va pas taper du pied. On sait que il faut laisser passer le temps. Et c'est ce qui se passera, d'ailleurs. C'était 52-62, mon enfance en Algérie, épisode 1, une série à retrouver sur slate.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lui mettre 5 étoiles et à le partager.